Dans ce nouvel épisode, l'INIR revient sur les points clés de sa dernière lettre mensuelle, avec un éclairage sur les avancées du travail de reconnaissance et de réparation mené auprès des personnes victimes dans l'Église. Bienvenue sur les podcasts de l'INIR. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source bien précise, la lettre d'information numéro 30 de l'INIR. C'est l'instance de reconnaissance et de réparation, et cette lettre date de mai 2025. Tout à fait. Et elle a un angle très spécifique cette fois. Oui, elle analyse vraiment comment l'actualité, en particulier l'affaire de Betaram, qui a fait beaucoup de bruit récemment, comment ça a impacté les victimes de violences sexuelles anciennes. Et aussi l'activité même de l'instance qui a dû faire face à cet impact. C'est ça, on a les mots de la présidente, on a des chiffres, des analyses psy fournies par l'INIR, et même un témoignage assez fort. L'objectif, c'est de comprendre un peu les ressorts de tout ça, les conséquences concrètes de cette médiatisation. Et le premier truc qui frappe vraiment, ce sont les chiffres des nouvelles demandes début 2025. C'est spectaculaire. Ah oui, les chiffres sont assez éloquents. Entre janvier et avril 2025, 116 nouvelles personnes ont contacté l'INIR. Il faut comparer ça à, une dizaine par mois fin 2024 hein. C'est ça, la moyenne était beaucoup plus basse, et 168 sur toute l'année 2024. Donc là, 116 en 4 mois. C'est une explosion, clairement. Et le lien avec la médiatisation de Betaram dès janvier, il semble évident. C'est difficile de ne pas le faire, oui. Au total, il parle de 130 sollicitations depuis début 2025. Énorme. Oui, et ces chiffres, au-delà de l'aspect quantitatif, ils illustrent bien ce qu'on appelle la reviviscence traumatique. La reviviscence, c'est-à-dire C'est quand un événement actuel, comme ici une affaire médiatisée, vient réactiver un traumatisme passé. La personne ne fait pas que se souvenir, elle revit l'émotion, l'angoisse, avec une intensité très présente. D'accord. Et ce qui est intéressant, et la lettre insiste là-dessus, c'est que ce n'est pas juste l'horreur des faits qui déclenche, ce sont aussi tous les thèmes autour. Le mensonge, le silence, parfois la complicité. Le fameux « on ne m'a pas cru ». Exactement, ou le sentiment que les auteurs restent impunis. Tout ça, ça peut être ravivé. Et là, avec Betaram, l'effet de masse médiatique, peut-être aussi le fait que certains faits soient perçus comme récents, ça peut renforcer une angoisse du type « ça ne s'arrêtera jamais ». Ça génère une insécurité, une impuissance. Et ça pousse à agir, à contacter l'initiaire, par exemple. C'est souvent le cas, oui. Un besoin de rompre l'isolement, de chercher une forme de reconnaissance. Et ça colle parfaitement avec ce que raconte Bruno dans son témoignage qui est dans la lettre. Lui, il parle de mémoire dissociative. Ah oui, c'est un concept clé dans le trauma. Des souvenirs d'enfance complètement enfouis qui remontent d'un coup, brutalement, à cause de déclencheurs médiatiques. Il cite le film Grâce à Dieu d'abord, et puis plus récemment un témoignage télé sur Betaram. Et ça remonte comment du coup ? Il décrit ça comme découvrir des pièces manquantes d'un puzzle dramatique. C'est évidemment très douloureux, une révélation brutale, dit-il, mais, et c'est important, il ajoute que briser le silence est un chemin vers la libération. C'est tout le paradoxe. Oui, la médiatisation est nécessaire pour la vérité collective, mais individuellement, ça peut être un vrai chaos, une épreuve. Tout à fait. Et ce témoignage, il illustre bien ce qu'on disait sur la reviviscence et le fonctionnement parfois fragmenté de la mémoire après un trauma. Et cette vague de nouvelles demandes, elle a aussi changé un peu le profil des gens qui contactent l'INIR, non ? Oui, l'instance note plusieurs choses. Déjà, ils sont en moyenne un peu plus jeunes, 56 ans. Ensuite, une très forte proportion d'hommes, 80% de ces nouveaux contacts. Ah oui, 80%, c'est marquant. C'est très marquant. Et autre point, 30%, donc presque un tiers, des violences décrites par ces nouvelles personnes ont eu lieu dans le cadre de l'enseignement catholique. D'accord. Et il y a un dernier chiffre qui interpelle beaucoup, 30% de ces nouvelles demandes, elles ne relèvent pas de la compétence de l'INIR. Ah bon ? Et ça veut dire quoi ? C'était 22% en 2024, donc ça augmente. Pour l'INIR, c'est le signe qu'il y a un déficit d'espace d'écoute et d'accompagnement plus général. Les gens cherchent de l'aide où ils peuvent, même si ce n'est pas exactement le bon guichet, en quelque sorte. D'accord, je vois un besoin criant d'écoute qui dépasse les structures existantes. C'est ça. D'ailleurs, face à l'anxiété que tout ça génère, la lettre mentionne rapidement que les psys de l'INIR proposent des petits outils d'auto-apaisement, des techniques de respiration, ce genre de choses. Ok, donc si on essaye de résumer le message clé de cette lettre, on a une médiatisation très forte, indispensable pour la vérité collective sur les abus. Oui. Mais qui en même temps provoque une réactivation traumatique, souvent très douloureuse chez beaucoup de victimes. Exactement. Et la conséquence directe, c'est cette augmentation énorme des besoins.
Besoin d'écoute, de soutien, de reconnaissance. Et ça, on le voit très concrètement dans les chiffres de l'INIR qui débordent. C'est une excellente synthèse. La lettre met vraiment en lumière cette interaction complexe et parfois très rude entre le discours public, qui est essentiel, et le vécu intime du traumatisme qui reste, lui, très personnel, douloureux, fragmenté. La parole se libère, c'est sûr, c'est un progrès. Indéniablement. Mais cette libération a un coût psychique. Et elle révèle des besoins immenses. Et parfois, ces besoins dépassent les capacités des structures actuelles. Ce qui nous amène peut-être à une question pour la suite. Le fait qu'une part importante des demandes, ces fameux 30%, arrivent à l'INIR mais sortent de son mandat, Oui, c'est un chiffre qui fait réfléchir. ça nous interroge, non? Quelles sont les structures d'écoute, d'accompagnement plus larges qui manquent aujourd'hui dans notre société pour accueillir et soutenir toutes les personnes dont la parole émerge suite à ces vagues médiatiques intenses? C'est une question absolument centrale, oui. Pour penser à un accompagnement qui soit vraiment global pour les victimes. INIR écouter, reconnaître, réparer. Un podcast pour faire entendre les voix longtemps restées silencieuses. Si vous souhaitez saisir l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, vous pouvez écrire à l'adresse suivante: contact@inir.fr ou envoyer un courrier à INIR 41, boulevard du Montparnasse, 75 006 Paris.